Bonjour à tous et à toutes, avec une nouvelle table ronde. Donc, on va parler tech et on va parler démocratisation de l'épargne, de l'éducation financière aussi, avec deux invités, une belle salle en plus. Donc, Monsieur Ferraillant pour commencer, le directeur général de MoneyOne, qui est à ma droite. Bonjour. Et Monsieur Camille Mikolajdak. Bonjour. Ça va bien? Très bien. The Wealth Office, on va peut-être commencer par vous, juste qu'on se présente un petit peu. Donc, le Wealth Office, c'est quoi? Alors tout d'abord, bonjour à tous. Ravi d'être là aujourd'hui parmi vous. Donc moi, c'est Camille, 29 ans, gérant du cabinet de gestion de patrimoine The Wealth Office. Jeune cabinet que j'ai fondé il y a de ça 6 mois. Et on se veut être un cabinet de nouvelle génération. On essaie d'apporter une vision moderne de la gestion de patrimoine. Ça passe par différents axes de différenciation, que ce soit au niveau de l'offre, avec un focus sur les actifs alternatifs, la tarification qui est transparente, qui permet l'alignement d'intérêt avec nos clients, et le sujet du jour, la tech, qui est assez présente dans l'expérience de nos clients, tout en conservant bien sûr une relation humaine forte. Et par ailleurs aussi, créateur de contenu sur les réseaux sociaux, où je partage quotidiennement du contenu pédagogique sur les finances personnelles. Et donc, MoneyOne, avec une antériorité, c'est vrai qu'il y a une petite différence d'âge, finalement. C'est vrai, merci Didier. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, MoneyOne, on a créé MoneyOne en 2016. Et donc MoneyOne, on est un distributeur de produits d'épargne online, moneyone.fr comme son nom l'indique. On a un positionnement un petit peu particulier puisqu'on est adossé directement à un asset manager qui nous détient à 100%. Cet asset manager est lui-même détenu par une grande banque française qu'est le Crédit Mutuel. Et ce positionnement un petit peu particulier vous donne, vous, en tant qu'investisseur, certains avantages, notamment au niveau du prix. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand vous utilisez MoneyOne, vous investissez malin, parce que ça vous permet, comme quand vous allez faire vos courses, acheter vos fruits et légumes, vous allez directement chez le producteur. Eh bien, c'est exactement la même chose avec moneyone.fr. Vous êtes directement chez le producteur. Et ça vous permet de pouvoir bénéficier de produits d'épargne de qualité à moindre coût. Et on a réussi, depuis 2016, à convaincre 30 000 investisseurs. On gère 1,7 milliard. Et on continue toujours dans cet axe de développement, démocratiser l'épargne, facilité d'accessibilité des produits, avec le maximum d'outils mis à disposition de nos clients et prospects. Camille, on va essayer de répondre à la question. Comment la tech démocratise-t-elle donc l'épargne en France? Alors la tech, c'est vrai qu'elle est très présente aujourd'hui, que ce soit au travers de nos façons d'investir. Et elle est également plus que jamais présente avec l'avènement des réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs un axe stratégique me concernant. Sur la tech à proprement parler, elle est présente à toutes les étapes du parcours de nos clients. C'est-à-dire qu'ils découvrent le cabinet via les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube ou un épisode de podcast. Ils se qualifient et prennent rendez-vous en ligne. Ils sont accompagnés par un conseiller en visioconférence. Ils souscrivent en ligne. La compliance est aussi digitalisée. On a un partenaire privilégié qui s'appelle Carbon Alpha qui permet ça. Et après, le suivi est permis de façon aussi digitale par des agrégateurs qui permettent à nos clients d'avoir une vision intégrée, rendant l'expérience client beaucoup plus fluide, tout en étant accompagné par un humain à chaque étape. Mais je pense que c'est pas du coup la seule, c'est pas la seule partie de l'équation. Il y a également la partie pédagogie qui est importante parce que le digital, ça amène des informations abondantes. Et quand on est un investisseur novice, c'est très difficile de faire le tri et ça freine finalement le passage à l'action. Donc je pense que c'est pour ça que la tech et l'éducation financière vont de pair. Et là-dessus, du coup, on essaie, nous, d'apporter de la valeur sur les réseaux sociaux en créant un maximum de contenu, un maximum de valeur pour faire de notre communauté et de nos clients des investisseurs éclairés pour plus qu'ils subissent passivement finalement les conseils qu'on a pu leur donner et qu'ils puissent être plus autonomes dans la gestion de leur patrimoine et comprendre quand c'est important et pertinent d'être accompagné et quand finalement on peut aussi gérer soi-même son patrimoine. Vous êtes un créateur de contenu à la base, vous avez une grosse communauté sur LinkedIn, je ne dis pas de bêtises. Vous communiquez énormément sur LinkedIn. Pourquoi LinkedIn d'ailleurs? Et pourquoi pas Instagram ou Twitter?
Parce que déjà c'était pour des raisons de concurrence, il y avait beaucoup moins de monde à l'origine, même si ça s'est beaucoup développé. Et parce que aussi c'est un lieu assez corporate, où on parle plus facilement de business, d'argent. Et du coup, on a vu l'émergence d'une nouvelle population de créateurs de contenu sur cette plateforme. Et j'avais vu qu'il y avait un déficit sur la partie investissement, finance. Et j'ai eu le sentiment dès les premiers posts qu'il y a eu un accueil plutôt favorable. Donc c'était plus simple de se lancer sur cette plateforme et l'idée après c'est de démultiplier les canaux parce que tout le monde ne consomme pas le contenu de la même manière, certains préfèrent l'écrit, certains préfèrent l'audio, la vidéo. Donc voilà pourquoi j'ai commencé par là. Même question donc Antoine, hein, pour cette démocratisation. C'est vrai que tout a changé en quelques années et vous avez accompagné ce changement puisque depuis 2016 il s'est passé énormément de choses. Comment vous voyez cette évolution? Alors effectivement, beaucoup de choses ont changé. La crise sanitaire a, je dirais, accéléré tout ça. Quand on regarde la consommation du e-commerce, elle n'est pas vraiment sur toute activité confondue. On voit qu'il y a un flux de plus en plus important sur le marché du web. Mais pour autant, ça n'a pas, je dirais, rabattu les cartes en termes d'éducation financière. L'éducation financière, aujourd'hui, on le voit partout et on l'entend beaucoup. Parce qu'on part d'un constat, et le premier constat, c'est qu'on a un vrai déficit aujourd'hui en France sur l'éducation financière. Tout simplement parce que à l'école, on ne nous a pas appris à avoir les bons codes et à être capable de déchiffrer les choses en matière d'épargne. Et c'est pour ça que nous, en tant que distributeurs, on a un rôle à jouer dans l'éducation. Typiquement, on ne nous a pas appris que lorsque j'ai une inflation à 4 et un livret A à 3, eh bien, je perds de l'argent, tout bonnement. Vous perdez de l'argent. Donc, déjà, ça, faut être capable, faut le comprendre, et après, il faut le mettre en application. Et il faut que nous, en tant que distributeurs, on puisse donner l'ensemble des outils qui permettent de comprendre ce dans quoi on va investir, parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre... on entendait avant beaucoup sur la plénière d'avant Web3, Bitcoin. Effectivement, nous, en tant que distributeurs, c'est des choses auxquelles on s'intéresse, on regarde, parce que les utilisateurs de demain vont justement se tourner. Et d'ailleurs, les chiffres le prouvent aujourd'hui. Quand on regarde le marché depuis la crise sanitaire, on a 12% des Français qui investissent sur les marchés financiers depuis la crise sanitaire. Et sur ces 12%, quasiment 30% ont moins de 25 ans. Donc quand on part de ce constat-là, c'est que déjà, il faut vraiment accentuer auprès de cette population, qui sera la population de demain en termes de consommation d'épargne. Mais surtout, pour celle qui est présente aujourd'hui et qui a eu l'habitude de s'adresser directement à son banquier, moi, quand j'ai eu ma première paye, mon père m'a dit tu vas voir le conseiller, de la banque traditionnelle qu'on a tous connu. Aujourd'hui, ça ne marche plus forcément comme ça. Donc, il faut adhérer déjà à ces nouveaux modes de consommation d'épargne qui se font à travers des plateformes digitales. Et là, il y a un gros travail à faire. Nous, on se fait faire chaque année une étude auprès d'Opinionway. Et sur 100 investisseurs, seulement 13% sont prêts à passer le pas dans un acte d'achat vers un distributeur de produits d'épargne online. Donc, ça prouve bien qu'on a encore un rôle et un gros travail à faire sur la démocratisation et l'éducation financière. Et donc pour cela, comme le disait Camille, il y a des tas d'outils aujourd'hui qui sont mis à votre disposition pour, comprendre ce dans quoi vous investir. Je le disais tout à l'heure, si je mets 1 euro dans quelque chose que je ne comprends pas, et quand ça se passe mal, on est vacciné à vie. Nous, notre produit phare, c'est l'immobilier à travers les SCPI. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité en ce moment sur les produits immobiliers liés à la hausse des taux. Aujourd'hui, on a du SAV à faire. Alors si on a bien, je dirais, conseillé nos clients, si le client a compris ce dans quoi il allait investir, des périodes comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. A l'inverse, on est de facto vacciné et on se dit c'est pas fait pour moi, j'y remettrai plus 1 euro. Et pour autant, aujourd'hui, la conjoncture pousse tout à chacun à s'intéresser à ces produits d'épargne parce que faire fructifier son argent pour préparer sa retraite, par exemple, c'est un sujet sociétal actuel. C'est pas l'État qui va le faire pour nous. Donc on a vraiment un rôle à jouer dans cette éducation financière. Le profil moyen chez MoneyOne de la personne qui vient chez MoneyOne? Il se rajeunit de plus en plus. Au départ, on attirait les 40, cinquantenaires. Et aujourd'hui, on voit sur les 3 dernières années, on attire plus des profils aux alentours de 35 ans. De plus en plus de femmes.
c'est à noter également. Et puis, beaucoup de cas d'usage. Nous, on aime beaucoup, pour toucher l'investisseur, je ne vais pas dire créer un besoin, mais c'est presque ça. Il faut savoir que j'ai des produits qui me permettent d'investir pour le compte de mes enfants quand ils viennent de naître, préparer leur avenir, leurs études ou autres. Et c'est à travers ces cas d'usage que l'on arrive à justement faire adhérer nos prospects, puisqu'ils arrivent juste facilement à se projeter dans des cas qui les touchent parce qu'ils sont confrontés, et on est tous confrontés à ce genre de choses-là. Camille, vous êtes finalement, vous insistez énormément sur la formation, sur le côté éducatif. Vous vous adressez à qui en fait? Vous vous adressez aux 20-25 ans, mais pas que, j'imagine? Non, on s'adresse à tous. S'agissant du cabinet, de par les tickets d'entrée pour travailler avec nous, c'est vrai qu'on va attirer une clientèle soit de jeunes entrepreneurs, puisqu'ils ont eu très tôt la chance de constituer un patrimoine via leur outil professionnel. Maintenant, ça va plutôt être une population, comme l'a dit Antoine, 40-50naires. Maintenant, s'agissant de la partie réseaux sociaux et création de contenu, c'est vraiment universel. Car en fait, les finances personnelles, la gestion de son patrimoine, c'est l'affaire de tout à chacun. Quel que soit son âge, on a des objectifs, que ce soit des objectifs de diversification, accroissement du capital, pression fiscale, transmission. On a tous besoin d'être conseillés et éclairés sur la gestion de son patrimoine. Donc justement, l'idée de la création de contenu, c'est cette démarche inclusive de délivrer une information totalement désintéressée commercialement et que chacun en fait puisse se l'approprier par rapport à sa propre situation. Et donc on va adresser toutes les thématiques, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, que ce soit les différents placements, les différentes enveloppes fiscales, les différents régimes matrimoniaux, chose que j'ai remarqué qui était assez peu maîtrisée par les clients, les frais qu'on paye sur son épargne et l'impact à long terme que ça peut avoir. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que tout le monde doit en fait s'intéresser à son patrimoine. On a tous finalement un patrimoine qui soit modeste ou significatif, et on a tous envie de le préserver et de le faire fructifier. Donc on a tous droit au conseil. Et je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un moyen privilégié d'accéder à cette information. Après, il faut faire le tri et voilà, il ne faut pas tomber dans non plus la désinformation. Antoine parlait de la mauvaise formation, en tout cas de la formation défaillante financière en France. Ça reste un sujet, c'est vrai qu'on en parle depuis très longtemps. Hein. Ça fait des années qu'on en parle et on n'a pas l'impression qu'on progresse vraiment. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent être finalement un outil pour combler le manque? Antoine, est-ce que vous voyez ça comme ça? Oui, effectivement, tous les nouveaux canaux, et justement via des créateurs de contenu comme Camille, qui s'adaptent justement à leur public et à ce nouveau public à travers des nouveaux codes. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, il faut quand même faire attention à qui on suit et ce qu'il dit, parce qu'on peut vite tomber justement dans les travers qu'on ne souhaite pas, nous, en tant que distributeur d'épargne, parce que quand on vient entacher un secteur d'activité, on en pâtit tous. Donc heureusement qu'on est également soumis à une réglementation et qu'on a un marché qui est régulé à travers l'autorité des marchés financiers, qui est très présente justement et qui fait très attention à qui s'adresse aux Français et aux Françaises. On a l'exemple, ça fait sourire, mais Nabila qui vendait des cryptos. À partir de ce moment-là, je ne veux pas dire qu'elle dit n'importe quoi, je ne vais pas porter de préjugés, mais il faut quand même faire attention. Même sur Instagram, nous, on les suit parce que, en tant que distributeur, on s'adapte et on est de plus en plus, je dirais, présent sur ces réseaux. Twitter, Instagram, enfin X, pardon, et autres. Et donc, j'en vois beaucoup qui ont de très grandes phrases accrocheuses. Venez gagner 5% sans risque. Rien que cette phrase-là, si on n'est pas éduqué, on se dit c'est super, elle est géniale cette solution. Parce qu'on ne sait pas dans quel environnement on évolue. Quand on avait des taux de livret, quand l'argent ne coûtait rien, si on se remet 3-4 années en arrière, où on avait des livrets A qui rémunéraient 0,50, avoir 5% garantie sans perte en capital, on levait les bras au ciel, on disait j'en veux. Généralement, dans cet environnement marché-là, il y a forcément une prise de risque de capital derrière. Donc, d'où justement cette nécessité d'éduquer, d'avoir 2-3 codes qui permettent, ne serait-ce qu'en écoutant 2-3 minutes un intervenant, de se dire j'adhère, ou là justement j'y mets pas les pieds. Camille, cette façon d'appréhender le marché par les réseaux et par LinkedIn en particulier, vous voyez qu'il y a un public vraiment qui est en demande, qui est
très demandeur? Alors oui, il y a une demande parce qu'on a parlé de la tech, mais en fait, il faut qu'on parle du marché aussi. C'est qu'aujourd'hui, on va s'opérer un transfert de patrimoine des générations actuelles aux nouvelles générations, dont les attentes sont profondément différentes de celles de leurs parents. Comme l'a dit Antoine, aujourd'hui, il y a plus de détenteurs de crypto-actifs que d'investisseurs en actions en France. Les jeunes vont plutôt investir via des néo-courtiers sur leur smartphone plutôt qu'aller voir leur banquier. Et ça démontre un changement de mentalité assez important. Et donc, ça démontre que voilà, le digital et les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place. Et donc, il faut faire le tri. Je pense notamment, comme on l'a dit, aux crypto-actifs, où on nous promet des rendements mirobolants sans parler des risques. On parle aussi de produits qui peuvent paraître sur le papier sûrs, comme l'immobilier fractionné, l'immobilier tokenisé, où on pensait acheter de la pierre et finalement, en l'absence de régulation, on se rendait compte qu'on achetait du papier de sociétés surendettées qui certes détenaient un actif, mais qui par ailleurs ne dégageaient pas de revenus, ou dont la valeur était beaucoup moins inférieure à ce qui était communiqué. Donc dans ce monde-là, en fait, il faut faire preuve de discernement. Et si on encourage nos clients à diversifier leurs actifs financiers, moi je les encourage aussi à diversifier leurs sources d'informations pour pas justement tomber dans ces travers qu'on peut rencontrer sur les réseaux sociaux. Vous parliez tout à l'heure de la crise du Covid qui a changé beaucoup de choses dans l'attitude, puisqu'il y a eu du temps, etc., des personnes qui ont pris le temps finalement de s'intéresser au marché. L'inflation change aussi énormément depuis presque 2 ans maintenant. J'imagine que ça joue. Comment vous voyez les choses là, actuellement là? On sort un peu quand même progressivement de cette zone inflationniste, mais plus rien ne sera vraiment comme avant. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avant, ce n'était pas la normalité. Avoir un coût de l'argent neutre, voire négatif, ce n'est pas la normalité dans une économie. C'est une bonne question. Je n'ai pas de boule de cristal. Maintenant, on vient de subir une très grosse hausse de taux sur un laps de temps très court. Ce qui est venu rebattre les cartes, notamment sur les primes de risque des différents actifs que vous pouvez détenir, vous, en portefeuille. Est-ce qu'on va reprendre 400 points de base en 18 mois sur les taux directeurs? Je ne pense pas. Alors si je reviens l'année prochaine et que ça s'est passé, vous pourrez vous moquer de moi. Maintenant, je ne le pense pas parce qu'on a un niveau de l'inflation qui commence gentiment à aller dans le sens inverse. C'est le cas déjà aux États-Unis. Comme on sait qu'il y a toujours un petit peu de décalage entre le marché américain et le nôtre, eh bien, on peut s'attendre justement à une baisse de l'inflation en Europe. Maintenant, l'actualité géopolitique n'est pas non plus au beau fixe, donc ça peut forcément avoir des effets négatifs sur le coût de la vie. Donc, nous, on vend beaucoup d'immobilier. Les actifs ont corrigé là récemment. Et certaines sociétés de gestion communiqueront en fin d'année. On verra où elles vont atterrir. Nous, de toute façon, ce qu'on vend, c'est de la diversification, des produits de détention long terme, donc des phases. L'immobilier, les creux sur l'immobilier sont des cycles qui sont souvent longs, donc j'ai plutôt tendance à dire aujourd'hui que sur des actifs bien gérés qui montent des points d'entrée aujourd'hui, faut s'y intéresser. Et on est dans une optique de détention long terme, une gestion d'investissement et patrimoniale. Donc de facto, il faut plus réfléchir diversification et sur la durée. Et ne pas surréagir dans des situations de stress de marché comme on a pu les vivre là, même si effectivement quand on est face à une moins-value, c'est toujours... Mais c'est ça aussi l'éducation financière, c'est se connaître face aux gains, face aux pertes et comment je réajuste mes investissements en fonction de ça. Merci beaucoup. Camille, un petit mot de conclusion, pareil, la même chose. Comment vous voyez Moi, je souscris plutôt à l'approche d'Antoine. Je pense qu'il faut se projeter sur du long terme. À partir du moment où on a cette vision long terme patrimoniale et qu'on n'est pas sur de la spéculation, il faut s'attendre à ce que le parcours soit semé d'embûches. Donc il y aura des tensions inflationnistes, il y aura des conflits géopolitiques, il y aura des crises financières. Préparez-vous, le moins 20% sur votre portefeuille, si vous êtes investisseur, vous l'aurez. Et justement, c'est la diversification, le fait de ne pas céder face à la panique, le fait de profiter aussi, tirer parti du contexte, parce qu'aujourd'hui, on parle de ce qui... pâtit un peu de la crise, de l'inflation, de la montée des taux, mais il y a d'autres classes d'actifs qui en profitent, qui sont indexées sur l'inflation. Et donc, c'est le fait d'être justement conseillé, accompagné, qui va vous permettre finalement d'avoir le portefeuille, l'allocation qui vous correspond, sur laquelle vous êtes à l'aise, qui va vous permettre de passer des bonnes nuits de sommeil.
Mais finalement, voilà, il ne faut pas s'attendre à avoir, comme Antoine le disait, du 5% par an chaque année. Il y aura des années avec, il y aura des années sans. Le plus important, c'est d'avoir cette approche long terme, de se connaître soi-même et diversifier tout simplement. Et une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on a tout dit. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.